Alors, le contexte en quelques mots. Au Luxembourg, il y a à peu près 300 bassins d'alimentation de captage qui sont toujours provisoires, qui ont été provisoires depuis une trentaine d'années, et qui sont en phase d'homologation. Et jusqu'à présent, cette phase d'homologation n'est pas couplée du tout avec la mise en place d'un plan d'action intégratif à l'échelle de l'aire de recharge. Il y a une série de règlements qui touchent certains types de molécules, interdisent leurs utilisations ou restreignent leurs utilisations au sein de la zone d'alimentation. Il y a aussi des programmes d'action basés sur le volontariat menés par la Chambre d'agriculture auprès des agriculteurs. Mais il n'y a pas de programme à l'échelle du pays intégratif et homogène. En 2007, on a fait un échantillonnage d'une grande partie des sources et forages qui servent à l'alimentation en eau potable du Luxembourg. Et quelques résultats sont présentés là. Donc, l'atrazine des éthyles était la molécule qui était retrouvée le plus souvent dans les sources et les forages, à hauteur de 58% de l'ensemble des points échantillonnés. Ensuite venait l'atrazine, le dichlorobenzamide, le bentazone. La figure en haut à droite vous présente les concentrations. Je suis désolé pour la qualité très mauvaise. Mais ça donne un peu une idée des valeurs de concentration qui, pour certains sites et certaines molécules, comme la déséthylatrazine, dépassaient parfois le seuil de potabilité de 100 nanogrammes par litre. Voilà. L'atrazine a été interdite au Luxembourg en 2005, ce qui a forcément entraîné une utilisation plus importante de produits de substitution, comme le S-métolachlore, et ce qui a bien sûr, sans surprise, provoquer des cas de contamination par ces produits de substitution ou leurs produits de dégradation dans les années qui ont suivi. La carte en bas vous présente les résultats d'un échantillonnage fait en 2014 qui montre l'ensemble de la contamination par le métolachlore-ESA et le métolachlore-oxa dans les sources et forages qui servent à l'alimentation en eau potable du pays. Voilà. Donc on s'est un peu demandé comment faire pour définir un plan d'action qui soit préventif et systématique et qui permette de reconnaître, avant que les contaminations soient avérées, comment gérer un bassin d'alimentation de captage de manière durable. Voilà. Alors le but du plan d'action, c'est donc de définir une gestion intégrée des bassins d'alimentation de captage qui prend en compte aussi bien les différents produits utilisés, les différents produits de substitution possibles, les doses auxquelles ils sont appliqués qui dépendent des produits, la rotation des cultures qui est typique dans les différents bassins d'alimentation de captage, l'utilisation du territoire aussi, la proportion des surfaces agricoles par rapport à l'aire de recharge totale. Et donc ça, c'est un premier point. Un autre point important, c'est de définir des critères clairs et quantitatifs de suivi de l'efficacité de ces mesures au niveau de l'exutoire. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que les mesures qui sont mises en place restent qualitatives, où on se concentre sur un certain nombre de champs qu'on a identifiés comme étant les plus vulnérables, et on essaie de réduire les doses sur ces champs-là, mais sans aucune idée de ce que ça voudra dire au niveau de l'exutoire. Est-ce que ça suffira, ou est-ce que la masse de substances exportée du reste des surfaces agricoles qui contribuent au bassin d'alimentation de captage, si ces masses exportées sont de toute façon suffisantes pour observer des dépassements de certaines molécules. Il faut aussi que ça soit adaptable aux spécificités locales, mais pas de telle manière qu'on perde une certaine qualité générique et que chaque cas devienne un cas particulier. Parce qu'il y a 300 bassins et quelques bassins d'alimentation de captage qu'il faut gérer. Et on s'est aperçu que si on tombe dans le piège du particularisme, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on ne fait plus rien parce qu'on peut toujours trouver des arguments pour dire que dans tel bassin d'alimentation, c'est particulier parce qu'il y a ceci et cela et qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et il est aussi
important d'utiliser les données de manière optimale. J'ai déjà parlé des rotations de culture. Au Luxembourg, on dispose d'une base de données qui, depuis 2006, qui recense année après année quelles sont les cultures présentes sur chaque parcelle. Mais donc ça, c'est au niveau des zones sources, et aussi à l'exutoire, en fonction des données disponibles, étudier quelle est la dynamique au cours du temps, quelles sont les contaminations qui ont été constatées dans le passé, mais qui peuvent encore servir de référence. Voilà. Et finalement, il faut que ce plan d'action soit incrémentiel, et qu'on commence de la manière la plus simple possible, encore une fois parce qu'il y a 300 aires d'alimentation de captage, mais que ça soit adaptable à des cas particulier ou dans le cas où une contamination est avérée, et il semblerait qu'il faut se pencher sur un bassin d'alimentation de captage de manière un peu plus approfondie. Voilà. En quelques mots, la pédologie et l'hydrogéologie des aires de recharge est très simple. Les deux aquifères principaux sont des aquifères gréseux et fracturés, et ils sont recouverts par des sols sableux à limono-sableux, sablonneux à limono-sablonneux. Parfois, je ne suis pas sûr des mots en français, je suis désolé. Donc, le ruissellement est négligeable, et en première approximation, quasiment l'ensemble de l'export se fait par lessivage vertical jusqu'à la nappe, et ensuite transport à travers la nappe jusqu'à l'exutoire. Voilà. Donc, première étape du plan d'action. Regarder quelles sont les données existantes, faire le point. Là, je vous montre en haut deux exemples d'un échantillonnage resserré à l'échelle hebdomadaire pour le métolachloresa et la DEA entre 2013 et 2015. Qui montrent des différences de dynamique qui correspondent aussi à l'historique respectif. La DEA étant un produit de dégradation de l'atrazine est plus appliqué ou n'est plus formé dans les sols depuis 2005, ce qui n'est pas le cas du métolachloresa, et ce qu'on retrouve aussi dans les différences de dynamique. Là, ce qui reste de la dynamique de la DEA, c'est essentiellement du bruit, alors qu'il y a encore une dynamique beaucoup plus lisse du métolachloresa. Bon. Je l'ai déjà dit, utilisation des sols dans les bacs, quelles sont les rotations, quelles sont les cultures majeures. Ça, c'est quelque chose qu'on peut analyser depuis 2006, puisque les données sont là. Et à partir de ces données qui sont spatialisées, on peut établir un premier bilan de masse entrée-sortie pour chaque molécule, en posant l'hypothèse que sur certains types de cultures, certaines molécules sont appliquées. Et donc on fait le bilan de masse d'entrée maximum en supposant que telle molécule a été appliquée au maximum sur tous les champs d'une certaine culture pour une année donnée. Et à la sortie, à partir des concentrations et du débit mesuré, on fait un calcul de flux. Voilà. Encore un mot sur les données d'entrée. Pour estimer à partir des applications quelle est la concentration de lessivage, on utilise un modèle phénoménologique unidimensionnel qui s'appelle Pearl, pour calculer quelles sont les concentrations et les masses lessivées à la verticale des champs où sont appliqués les pesticides. Et donc ensuite on fait le bilan de masse qui est ici résumé en une équation très simple. Voilà. Et finalement, à partir de ce bilan de masse, on peut retourner au bassin d'alimentation de captage et se demander si c'est cohérent ou si les masses constatées à l'exutoire exporté sur une année sont beaucoup plus importantes ou beaucoup plus faibles que ce à quoi on pourrait s'attendre, et éventuellement penser à faire une première correction des zones d'alimentation, déplacer à droite, à gauche, vers le nord, vers le sud, en fonction des champs qui sont situés autour, pour essayer de fermer ce premier bilan de masse de manière un peu plus satisfaisante. Voilà. Deuxième étape. Il faut faire aussi un screening de l'ensemble, on se propose de faire un screening de l'ensemble des molécules qui sont potentiellement utilisées au Luxembourg, aussi bien les molécules mères que leurs produits de dégradation, en utilisant de nouveau le code Pearl pour identifier quelles sont
les substances potentiellement problématiques. Pour ça, on a fait les calculs pour l'ensemble des substances en utilisant Perl, et afin de rendre l'utilisation simple pour les utilisateurs qui sont les conseillers agricoles, on a programmé pour eux un petit fichier Excel dans lequel ils peuvent donner, c'est ce qui est présenté en bas, bon, le fichier en allemand. Donc ce que le conseiller peut donner, c'est la proportion de surface agricole dans le bassin d'alimentation de captage. Et ensuite, en fonction de ça, c'est simplement un facteur de dilution, ça lui donne une première idée des concentrations qu'on peut attendre à l'exutoire à terme pour différentes rotations, annuelles, quadriannuelles, et aussi bien pour les molécules mères que pour les produits de dégradation. Ce qui permet ensuite au conseil agricole de faire un choix entre différentes substances quand le choix est possible. Voilà. Et oui, la figure en bas à droite vous montre la comparaison entre les données mesurées pour un certain nombre de molécules, méthazachlore, ESA, oxa, la DEA, le bentazone, terbutylazine et le métolachlore ESA, dans l'ensemble des sources échantillonnées, donc ça vous donne une idée de l'intervalle de concentration, et les prédictions qui ont été faites avec cet outil, qui est très simple puisqu'il prend simplement en compte, une fois les calculs faits, le pourcentage de surface agricole. Donc on a supposé un pourcentage moyen de 20% pour 20% pour les substances qui sont utilisées dans le maïs et 5% pour le méthazachlore. Et en général, on est plutôt dans la fourchette haute avec les prédictions, donc les prédictions sont surestimées. Mais c'est en soi pas problématique, puisque ce qu'on veut faire avec cet outil-là, c'est reconnaître quelles sont les substances problématiques, et ensuite se concentrer sur ces substances-là. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, il faut différencier la situation au niveau de chaque bac. Est-ce que pour l'instant, à l'exutoire, il n'y a pas de contamination et qu'il s'agit simplement de maintenir la situation? Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse mais sans dépassement, ou est-ce qu'il y a déjà un dépassement avéré? Et le plan d'action est ensuite établi en fonction de ça, en faisant un calcul de masse totale qui est possible à l'exutoire, et en répartissant cette masse-là sur l'ensemble des surfaces agricoles, en utilisant des scénarios, différents scénarios, et aussi la liste des molécules qu'on a établie à l'étape précédente et qui permet justement d'orienter le conseil, aussi avec comme contrainte de ne pas dépasser une masse totale. Voilà. Une cinquième étape importante, un critère d'évaluation. Le critère d'évaluation, bon, le plus simple, c'est bien sûr de voir si les concentrations diminuent ou si elles n'augmentent pas en fonction du cas. Le problème, c'est que les temps d'attente étant assez longs dans le gré, on ne peut pas se permettre d'attendre 20 ans, ou 15, ou 10, pour voir si les mesures sont suffisantes, et de s'apercevoir au bout de 10 ans que ce n'est pas le cas, et de changer le programme. Donc ce qu'on propose de faire, c'est aussi d'estimer les différents temps d'attente, donc soit en calant une chronique de pesticides si c'est disponible, sinon en utilisant le tritium. Et donc il y a 3 temps d'attente différents. Le premier, c'est le temps d'attente jusqu'à ce que les concentrations stabilisent. Le deuxième, c'est le renversement de tendance, et ça, c'est un temps d'attente essentiel, parce que c'est celui-là qu'on veut voir. Et un troisième, qui est celui de retour sur la limite légale de potabilité. Voilà. Et l'idée, c'est que on estime le temps d'attente, et quand ce temps d'attente est dépassé, il faut remettre en cause le plan d'action, ce qui est la 6e étape, en cas de dépassement, soit des concentrations alors que le plan d'action est déjà en place, soit du temps d'attente. Il faut qu'on revienne vers la modélisation initiale et qu'on la cale de manière plus spécifique au bassin versant. Et pour ça, ce qu'on se propose de faire, c'est d'utiliser les résidus de pesticides dans les sols, qui permettent d'estimer in situ, à l'échelle dans le bassin versant spécifique, quelle est vraiment la cinétique de dégradation particulière à ce bassin versant-là. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans une première approche, ce qu'on utilise, c'est les données génériques d'une banque de données
anglo-saxonne qui s'appelle le PPDB. Voilà. Et en fonction de ces résultats-là, on peut modifier le plan d'action, de nouveau. Voilà. Donc en dessous sont résumées les différentes étapes de la définition et de la mise en œuvre du plan d'action. Et voilà, je vous remercie de votre attention. On va maintenant lancer ce programme au Luxembourg dans des zones pilotes. Si quelqu'un est intéressé, on peut aussi penser à essayer de faire ça en France.